D'abord, d'où est-ce qu'on parle? On travaille dans un établissement de la Fondation de santé des étudiants de France qui accueille uniquement des adolescents et nous travaillons plus spécifiquement sur le service de psychiatrie soins-études. Il y a à la fois une unité d'hospitalisation de semaine et un hôpital de jour. Mais dans l'ensemble de l'établissement, il y a d'autres disciplines, ce qui a eu des conséquences sur notre organisation Covid puisque les services de somatique avaient des enjeux et des objectifs très différents des nôtres, bien sûr. Il y a également d'autres unités de psychiatrie dans l'établissement qui ont dû se réorganiser, mais je vais centrer surtout sur le service de psychiatrie soins-études. Alors, comme tout le monde, on a été pris dans la vague, dans la déferlante là, de l'épidémie, l'établissement étant en région parisienne, on était en zone rouge, et très vite, en fait, beaucoup de professionnels ont été arrêtés. Malgré le télétravail, malgré tout ça, pour exemple, la cellule de crise a été quasiment décimée. Tous les membres de la cellule de crise, ou presque, ont été touchés par le Covid. Donc, il a fallu, sur l'unité d'hospitalisation temps plein et de semaine, se poser vite la question de est-ce qu'on maintenait ou pas les patients, sachant qu'il y avait aussi nécessité de libérer des lits, nécessité de réorganiser tout le personnel, hein, puisqu'il y a eu des redéploiements de professionnels sur d'autres unités, et que les adolescents qu'on accueille sont théoriquement relativement stabilisés cliniquement, ils ne sont pas en période aiguë sur le soin-études. Par ailleurs, ils avaient l'habitude d'être en hospitalisation de semaine et le confinement impliquait qu'on supprime toutes les permissions, ce qui n'aurait été pas tenable pour la majeure partie d'entre eux et en particulier pour les familles. Donc, on a fait cette évaluation bénéfice-risque avec les familles au téléphone sur un week-end et ne sont revenus en hospitalisation temps plein que 2 patients sur 23 et l'hôpital de jour a été complètement fermé. Donc, on s'est trouvé avec un certain nombre de patients à distance à suivre parallèlement aux patients hospitalisés sur place. Et très vite aussi, on a regroupé toutes les unités de psychiatrie sur une seule. Donc, on s'est trouvé avec une unité mosaïque dans laquelle il y avait à la fois le soin-études, l'hospitalisation post-aiguë et unité qui a permis aussi l'accueil pendant toute la période du confinement, des patients confinés au domicile qui avaient besoin de revenir. Les patients de l'hôpital de jour ont été, pour certains, réadmis en temps plein pour terminer le confinement parce que ça ne tenait plus à la maison. Donc, il y avait à la fois un éclatement des équipes, un éclatement du groupe patient, et au-delà de la nécessité de maintenir des soins, on s'est vite posé la question de la continuité institutionnelle avec le besoin de maintenir une identité d'unité malgré cet éclatement-là. On a choisi de centrer l'intervention sur l'outil Discord. Sur l'outil Discord. Alors, avant d'expliquer les raisons qui nous ont poussé à utiliser cet outil, je vais rappeler très brièvement ce qu'est Discord. Discord, c'est un logiciel qui permet la communication des joueurs dans le jeu vidéo. Donc, en gros, Discord propose des serveurs que les joueurs vont pouvoir modeler en fonction de la communauté de joueurs qu'ils veulent toucher et des besoins de cette communauté. Donc, comment ça s'organise dans un serveur? En fait, il y a 2 types de discussions, de salons de discussion. Les salons textuels qui vont s'organiser sous la forme de fils d'actualité, un petit peu à l'instar de Facebook ou Twitter, et des salons vocaux où là, on va vraiment être sur de la discussion instantanée, on va parler directement avec la personne. Il y a aussi de la messagerie privée, mais ça, on ne va pas trop en parler, même si ça nous est arrivé de l'utiliser de manière ponctuelle. Donc, ce qui nous paraissait vraiment intéressant dans l'utilisation de Discord, c'est qu'en fait, la plupart des ados l'utilisaient déjà. Certains professionnels aussi, mais les plus geeks d'entre nous, dans lesquels je m'inclus. Et donc, on voyait vraiment la possibilité d'aller vers une recréation du service de manière virtuelle, en incluant tous les lieux ressources que les adolescents connaissaient déjà de l'unité par le biais de ces fameux salons vocaux et textuels. Alors, on a utilisé Discord de différentes manières pour les réunions entre professionnels. Ça permettait de réunir ceux qui étaient sur place, ceux en télétravail, et même certains qui étaient en congé maladie, qui ont choisi de maintenir le lien avec nous dans les réunions de service hebdomadaires. Ça a permis les liens aussi et surtout entre les adolescents et les professionnels. Alors, soit pour les entretiens individuels ou familiaux, parce que parfois c'était plus facile que le téléphone, soit pour répondre à leurs questions sur le fil d'actualité dont parlait Thibaut, leur proposer des activités thérapeutiques, des tutoriels d'activités manuelles, des recettes, etc. Et puis, la mise en place de réunions soignants-soignés
qui existe habituellement dans le service, et du groupe de parole, et la mise en place de manière virtuelle. Alors, en audio, pas en visio, et c'est quelque chose qui était une limite technique de l'outil d'une part, mais aussi apprécié par les adolescents, que ce soit uniquement en audio. Parallèlement, il y a eu aussi un serveur créé par la scolarité elle-même pour les réunions entre équipes soignantes et équipes enseignantes et pour les échanges entre enseignants. Mais sur notre serveur d'unité, on avait créé aussi un salon scolarité pour que les adolescents puissent échanger directement avec les enseignants. Alors évidemment, Discord n'a pas été le seul outil utilisé. On a, comme tout le monde, utilisé WhatsApp, Skype, Zoom pour les différentes interventions à distance. Alors, avant de se lancer, on s'est quand même posé pas mal de questions, à commencer par la modération. Donc, comme l'a rappelé le docteur Berthaud, les unités de psychiatrie étaient regroupées et donc on n'était pas sans patients. Donc, ça nous semblait vraiment compliqué d'assurer une modération efficace 24 heures sur 24 sur Discord. Donc, évidemment, ça impliquait le risque de potentiellement passer à côté de messages urgents de la part des adolescents et du coup, quel système de veille on pouvait mettre en place sans que ça devienne totalement chronophage. On a essayé de prévoir aussi une forme de mésusage de la part des adolescents. Alors, quand j'entends mésusage, bon, je parle de postes qui étaient pas forcément, qui pouvaient ne pas être forcément adaptés, des insultes, et surtout, il fallait qu'on garde la main sur, et notre rôle de soignant sur un outil qui maîtrisait beaucoup mieux que nous. On s'est aussi posé la question du régulation des tours de parole dans les salons vocaux. On s'est dit qu'à 25-30 personnes dans un salon vocal, ça allait vite devenir un brouhaha infâme et que ça allait être très compliqué à gérer. Et enfin, on s'est posé la question de savoir si tous les espaces, donc les salons vocaux et textuels, devaient être accessibles en permanence ou si on devait les ouvrir à un instant T au besoin. Donc, alors pour répondre à toutes ces questions, il a fallu mettre un paramétrage en conséquence, toujours avec pour objectif la recréation virtuelle du service. On a commencé par mettre en place un règlement intérieur qui devait être clair, qui reprenait les grandes lignes du règlement déjà existant d'unité, en fait, et il fallait qu'il soit autogéré par des robots. Alors, je m'explique. Pourquoi autogéré? En fait, quand les adolescents arrivaient sur le serveur, ils n'avaient accès à aucun salon à part le salon du règlement, dans lequel était inscrit le règlement. Dès lors que les adolescents acceptaient ce règlement, les autres salons apparaissaient et ils se voyaient attribuer un rôle de patient avec certaines limites dans leurs droits sur le serveur. On a aussi tenu à préciser dans ce règlement les créneaux de réponse favorisés par l'équipe. Et surtout, on a aussi tenu à préciser que l'utilisation de Discord ne remplacerait en rien les appels téléphoniques que les adolescents pouvaient toujours nous passer. Pour ce qui est de la création des salons textuels et vocaux, on les a voulu assez distincts, mais comme assez imbriqués. J'essaierai d'y revenir tout à l'heure si on a un peu de temps. Les salons vocaux, on a décidé de les ouvrir qu'à un instant T, c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de la réunion soignant-soigné, en fait, on ouvrait le salon en amont, les adolescents venaient, la réunion se passait. La réunion se terminait, les ados partaient, on refermait ce salon et les ados n'y avaient pas accès jusqu'à la prochaine réunion, en fait. On a aussi décidé d'utiliser le push-to-talk. Alors, le push-to-talk, je vais essayer d'être très rapide là-dessus, c'est l'appuyer pour parler. En gros, on appuie sur une touche, le micro se déclenche, on relâche cette touche, on ne nous entend plus. Donc voilà, je vais montrer juste après à quoi ressemble le serveur. Alors, en gros, on a tout à gauche, on ne voit pas mon curseur, c'est normal. Ouais, voilà. Sur la gauche, on a tous les serveurs auxquels le compte H2SE a accès. Donc ici, on est dans le compte de l'H2SE, donc du service. Ici, on a tous les salons textuels qui apparaissent, marqués par un petit hashtag. En dessous, dans la continuité, on a les salons vocaux que je n'ai pas pu mettre, donc que j'ai rajouté ici sur le côté. Là, on a vraiment le salon qui pour le règlement, conçu pour le règlement. Avec la petite case à cocher, juste ici. Et sur la droite, on a tous les participants au serveur, toutes les personnes qui ont accès à ce serveur, avec un code couleur, donc qui était géré par des robots. Donc on a en orange, on avait le profil soignant. En vert, c'était les robots. Donc les robots, qu'est-ce qu'ils étaient chargés de faire? Ils géraient la modération, tout ce qui était automatique et filtre à obscénité aussi, au cas où. Et on avait en bleu les soignants, les patients, pardon. Tac. Alors, sur un plan de bilan qu'on peut faire, ce plan qualitatif, pour ces 36 patients à distance, sur la période du confinement,
il y a eu un volume important d'actes réalisés par l'ensemble des professionnels de l'unité et plus particulièrement donc 30 groupes qui se sont tenus dans cette période avec une mobilisation importante puisque sur les réunions soignants-soignés, on avait entre 15 et 18 patients présents sur chaque réunion, plus l'ensemble des professionnels, et de 3 à 9 patients sur les groupes de parole, ce qui finalement est, pour les groupes de parole qui ne sont pas obligatoires, la moyenne habituelle, même dans le reste de l'année. C'est un plan plus qualitatif. Donc, les adolescents ont fortement investi l'outil, en particulier les temps collectifs, et ils nous ont fait très rapidement le retour que c'était important pour eux. Ils attendaient chaque semaine ce temps-là d'échange, les informations sur le Covid, l'actualité, mais aussi tout ce qui se passait en leur absence dans l'unité. Ils ont tout à fait bien respecté le règlement. Il n'y a pas eu du tout de mésusage sur les salons textuels et même dans les réunions, finalement, la prise de parole a été plus respectueuse, comme ça a déjà été indiqué dans une intervention précédente. Ils ont souhaité ensuite maintenir ce rythme hebdomadaire des réunions soignants-soignés qui précédemment était seulement tous les 15 jours. Alors, dans les mois, on a quand même noté les difficultés de la prise en main pour la disponibilité. Oui, alors pour certains adolescents qui ne connaissaient pas l'outil, ça a été compliqué à essayer d'aller vers eux par téléphone, de leur expliquer comment ça marchait. Donc, on a perdu un petit peu de temps pour certains. On s'est rendu compte aussi que l'exercice était très fatigant en termes de concentration, tant pour nous que pour les ados. C'était compliqué de ne pas les voir, de tenir un rythme avec beaucoup de personnes dans un même salon, plus qu'en présentiel. Il y a eu pas mal d'incidents techniques, mine de rien, alors qui n'ont pas forcément lieu d'habitude sur l'extérieur, mais qui a été dû à surtout des pertes de connexion. On s'est rendu compte que tant chez les professionnels que chez les adolescents, il y a une forme de lassitude et un désir de retrouver le lien d'avant et le présentiel dans l'unité. Finalement, quand même, sur un plan clinique au total, sur l'unité d'hospitalisation semaine, les adolescents ont commencé à revenir avant le déconfinement et on a repris effectif complet à partir du 18 mai. Alors, effectif complet, ça veut dire qu'on a eu 18 adolescents qui sont revenus effectivement dans le service. Il y a une sortie qui a été anticipée par rapport au projet, mais qui s'est fait dans de bonnes conditions, et 4 qui ont abandonné le projet, dont 2 qui ont nécessité une hospitalisation en service de soins plus aigu. On a essayé de faire une évaluation en mettant en place une grille en post-confinement, alors qui reprend, vous voyez, un certain nombre de critères. Je ne vais pas avoir le temps de les passer en revue. Et en particulier, une sorte de note d'évolution clinique globale, avec une évolution plutôt favorable finalement pour 6 d'entre eux, stable pour 6 autres, et puis une dégradation pour 11. Cette situation de confinement, elle a remis un certain nombre des adolescents dans l'isolement et le repli au domicile qu'ils connaissaient avant d'arriver chez nous. Et ça a pu être très compliqué pour certains de revenir ensuite. Alors, le temps du confinement, finalement, ils étaient en dehors des situations anxiogènes. Ils étaient dans une certaine normalité, comme tout le monde en France. Mais ils ont repris des liens d'emprise, d'anxiété réciproque avec leurs parents, qui a rendu la suite des soins parfois compliquée. Si on regarde un tout petit peu plus finement, on a essayé de voir le profil de ceux qui participaient aux réunions soignants-soignés. C'était plutôt ceux qui avaient déjà un lien téléphonique régulier, qui ont gardé un investissement scolaire à distance pendant cette période, avec une amélioration de l'alliance thérapeutique avec eux, une évolution clinique plus positive. Et puis si on regarde ceux qui sont restés après le confinement versus ceux qui ont abandonné, l'écart porte surtout sur la participation justement à ces réunions soignants-soignés et sur l'investissement scolaire et l'alliance thérapeutique qu'on avait avec eux. Et maintenant, on se pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on fait avec Discord ? Pour le moment, le serveur existe toujours. Il a été quasiment totalement désinvesti par les adolescents. Ponctuellement, ça leur arrive de nous interpeller sur Discord et on se demande avec eux si on va continuer ou pas, si on fait évoluer vers un autre usage comme le maintien des liens après la sortie. Et puis évidemment, il y a qu'est-ce qu'on va faire en cas de reconfinement, comme tout le monde. Voilà, merci beaucoup.